Il est impossible de donner un sens à une tragédie aussi insensée, mais nous ferons tout notre possible pour obtenir justice pour ces enfants. Une femme du Texas est accusée d'avoir abattu ses propres enfants dans un acte de violence horrible. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, 2 des 4 victimes ont survécu. Ils sont maintenant en convalescence tandis que leur mère est derrière les barreaux avec une caution fixée à 14 millions de dollars. Et alors que l'enquête sur Onainda Romulus s'élargit, des détails de plus en plus étranges émergent sur ce qui se passait prétendument à l'intérieur de sa maison. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Comme je l'ai dit, à ce stade, l'enquête est toujours en cours. Cependant, ce qui est le plus important, c'est que notre équipe travaille dessus. Nous travaillons sans relâche depuis que c'est tombé, n'est-ce pas? Donc, je peux vous assurer que nous enquêtons là-dessus et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être divulguées pour l'instant. La police de 2 comtés du Texas tente de comprendre pourquoi une mère a tiré sur ses 4 enfants dans une voiture, tuant son fils de 13 ans et sa fille de 3 ans. Les autorités du comté de Brazoria indiquent que Onainda Romulus, 31 ans, a appelé elle-même le 911 peu avant 5 heures du matin, samedi 4 octobre, depuis un magasin OASIS à Angleton. Selon une plainte pénale ultérieure contre Romulus, le centre d'appel du comté de Brazoria a informé que Onainda Romulus, une femme noire, avait tiré sur ses 4 enfants mineurs et se trouvait au magasin de proximité. Donc cette plainte continue en expliquant la scène sur laquelle cet enquêteur est arrivé à la station-service, où une voiture blanche était garée à une pompe à essence avec le moteur en marche, d'accord? Je cite, « Un drap blanc couvrait le corps d'un enfant allongé derrière le véhicule. Le déposant a vu un second drap blanc couvrant un corps côté passager entre la voiture et la pompe à essence. Le déposant a observé que le corps était positionné à moitié hors de la porte, avant du passager, avec les jambes dans le véhicule et le torse ainsi que la tête sur le sol. C'est absolument horrible. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont indiqué que la fusillade aurait eu lieu dans la voiture, sans savoir clairement où elle se trouvait au moment des faits. L'enquêteur indique que le propriétaire a autorisé le shérif adjoint à visionner la vidéosurveillance. L'enquêteur a noté qu'ils ont vu une femme, supposée être Romulus, sortir de la voiture blanche et aller vers la pompe à essence. Apparemment, il semblait qu'elle était en train de parler au téléphone à ce moment-là, donc elle était peut-être déjà en ligne avec le 911, mais ce n'est pas tout à fait certain. Une fois qu'elle a pris de l'essence, on l'a vue retourner du côté conducteur, s'arrêter pour regarder par la vitre arrière avant de remonter à la place du conducteur. Maintenant, les premiers adjoints arrivés sur les lieux ont essayé de parler à Romulus, mais quand elle a commencé à reculer devant eux et la voiture, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont interpellée. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme affaissé sur le siège passager avant. Il a ensuite été identifié comme Acario, 13 ans. Ils ont tenté de le secourir, mais il était déjà décédé. Il était mort des suites de blessures en pare-balles. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il y avait 3 autres enfants sur la banquette arrière, eux aussi blessés par balles. Malgré tous leurs efforts, Amora, 3 ans, a été déclarée morte. Les 2 autres filles, 8 et 9 ans, ont été héliportées à l'hôpital. Les documents du tribunal précisent que plusieurs armes à feu ont été trouvées avec Romulus, sans dire si elles étaient sur elle ou dans la voiture. Mais d'après la plainte, les adjoints avaient déjà informé Romulus de ses droits. Donc, l'enquêteur a essayé de lui parler pour comprendre ce qui s'était passé ici, mais il a déclaré qu'elle, je cite, n'avait aucun sens dans ses propos. À ce moment, elle a été emmenée en prison. Quand l'enquêteur est revenu, Romulus a été conduit dans une salle d'interrogatoire. Ils ont signalé sa paranoïa, son refus de s'asseoir et son observation constante de la porte. Mais l'enquêteur a finalement réussi à établir suffisamment de confiance avec elle pour lui poser quelques questions. La plainte indique que, pendant l'entretien, l'affiant a demandé à Onainda Romulus pourquoi elle avait appelé le 911 et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas en parler. L'affiant a ensuite demandé pourquoi elle avait appelé le 911 et elle a répondu « Plutôt que de subir, je vais agir contre eux ». L'affiant a ensuite demandé « Faire quoi ?» Onainda Romulus a répondu « Les tuer tous ». Romulus aurait affirmé ne pas avoir appelé le 911 lors de son interrogatoire. Elle a appelé, je cite, « le diable ». L'affiant a poursuivi et demandé à Onainda Romulus si elle avait des enfants. Elle a déclaré « L'affiant a ensuite demandé combien d'enfants elle avait. Onainda Romulus a répondu qu'elle avait 4 enfants en les nommant et indiquant leurs âges. L'affiant a demandé à Onainda Romulus où étaient ses enfants et elle a déclaré qu'ils étaient avec, je cite, « le diable ». L'affiant a demandé la signification de cette déclaration et Onainda Romulus a répondu qu'ils étaient morts.
L'affiant a demandé à Oninda Romulus ce qu'elle voulait dire par cette déclaration. Ils sont morts. Et elle a déclaré: parce que tu ne peux pas m'emmener sans que je t'emmène aussi. Oninda Romulus a aussi affirmé que ses enfants étaient morts pour elle. Alors les autorités l'ont inculpée de 2 chefs de meurtre, 2 chefs d'agression aggravée avec une arme mortelle, et la tueur a été placée en détention sous caution de 14 millions de dollars. Finalement, la maison de Romulus était à Porter, Texas, dans le comté de Montgomery. C'est à plus de 60 miles de son lieu d'arrestation. Nous avons obtenu les mandats de perquisition des enquêteurs du comté de Montgomery. Et je vais vous dire, ils fournissent plus d'informations à son sujet dont nous devons parler. D'accord. Avant d'entrer dans les détails, j'accueille un nouvel invité sur Sidebar, le docteur T. Anansi Wilson, expert juridique, reconnu commentateur, diplômé en droit de l'université Howard et titulaire d'un doctorat de l'université du Texas à Austin, spécialiste des affaires criminelles complexes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bienvenue sur Sidebar. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous. Merci de m'accueillir, ravi de participer à cette conversation. Oui, c'est une affaire difficile. Je veux dire, les informations que nous connaissons jusqu'à présent sont vraiment glaçantes. C'est choquant, une situation à laquelle la police doit réagir. Vous avez 4 enfants, des blessures atroces, 2 déjà morts, 2 qui pourraient mourir s'ils ne reçoivent pas une aide immédiate. Quelle est votre réaction initiale en voyant cela? Et que dites-vous aux gens? Quelle est la priorité numéro 1 lorsqu'on intervient sur une scène comme celle-ci? Ma première réaction a été « Oh mon Dieu, les enfants !» J'ai regardé, vous savez, la transcription et ensuite j'ai pu voir un peu de la vidéo, je suppose, de la scène. Je me demande simplement dans quel état mental il faut être pour faire ça aux enfants, puis sortir, conduire à une station-service en téléphonant et commencer à faire le plein, alors que certains des enfants sont à un souffle, à un cheveu de perdre la vie. Mais en ce qui concerne la préservation de la scène de crime pour la police et les forces de l'ordre, même pour un avocat de la défense, n'est-ce pas? La première chose à faire ici, c'est de vérifier la voiture et de voir s'il y a quelqu'un de vivant. D'accord. Peut-on faire venir un expert médical pour examiner la scène? Comment faire pour que cette femme parle si elle accepte? Est-ce qu'on lui a lu ses droits, Miranda? Pourra-t-on utiliser ses propos pour préserver la scène, préparer une poursuite ou la défense et accéder aux blessures afin de comprendre ce qui est arrivé aux enfants? Car selon l'affidavit, il n'est pas clair si les enfants ont été abattus ni même s'ils sont vivants ou morts. Donc, ce seraient mes 2 premières priorités dans ce cas. Vous avez mentionné la santé mentale. L'enquêteur a déclaré au moins 2 fois dans son témoignage que Romulus, je cite, tenait un discours incohérent et semblait paranoïaque. Quand vous lisez quelque chose comme ça, qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, il y a encore beaucoup à faire. En tant qu'avocat de la défense pénale, ma première question est, sera-t-elle compétente pour être jugée à l'avenir? Cette décision se prend lors de la préparation au procès, pas sur la scène du crime. Ensuite, sur cette scène de crime, parle-t-elle de façon incohérente? Joue-t-elle la comédie ou a-t-elle besoin d'un soutien en santé mentale? Souvent, certaines personnes sont simplement sous le choc. Je ne peux pas imaginer être accusé d'avoir tiré sur 4 de mes enfants, d'en avoir tué 2 sans être sous le choc ni rien dire à un policier, à moi-même, à Dieu ou à ma famille. Je voudrais aussi savoir qui elle a appelé après la police. Cela m'intéresse. Mais à ce moment-là, on voudra qu'elle passe une évaluation car elle pourrait vous mener dans une impasse où ses propos pourraient ne pas aider l'enquête sur la scène de crime ou celle concernant d'autres enfants, ce qu'on découvrira éventuellement. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit en lisant cela. Premièrement, vous savez, l'idée d'avoir prétendument tiré sur ses propres enfants, il doit forcément y avoir quelque chose derrière ça. Ma première question a été, parlait-elle vraiment à quelqu'un au téléphone ou était-ce un délire? Est-ce qu'elle était réellement en conversation? Mettons ça de côté. Mais si je comprends bien, au Texas, c'est une défense très difficile. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais face à une telle situation, j'ai tout de suite vérifié. Le Texas reconnaît la défense d'aliénation mentale. Et si l'on parle de savoir si quelqu'un a compris le caractère répréhensible de ses actes, et évidemment nous n'avons pas encore tous les détails, mais est-ce quelque chose qu'un avocat de la défense pourrait envisager lorsqu'on parle d'un crime aussi odieux que celui-ci? Et il peut être difficile pour un jury d'accepter comment quelqu'un a pu tirer sur des enfants de cette manière. Il doit forcément y avoir quelque chose qui ne va pas. C'est exact. Eh bien, je veux dire, je pense que dans une situation comme celle-ci, on envisage toujours toutes les défenses, n'est-ce pas? Rappelons que pour l'instant, seules les déclarations sous serment de la police, donc leur version de l'histoire, sont disponibles.
Nous n'avons pas encore sa version. Je disais à mes étudiants en droit, quand vous lisez une déclaration sous serment, un rapport de scène de crime ou une plainte, c'est le pire scénario pour le client. Si toutes les pires choses sont vraies, c'est ce que nous lisons. En tant qu'avocat de la défense, vous envisagerez sûrement la défense pour cause de folie. Ce n'est pas la meilleure défense, ni celle à privilégier, ni une carte de sortie de prison gratuite. Parce que si vous utilisez ça, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être puni. Ça veut dire, en fait, dans beaucoup de cas, et le Texas est un État particulier, je dois regarder un peu plus en détail. Je n'y suis pas allé depuis un moment, mais en général, à travers le pays, cela signifie que vous allez être incarcéré, enfin détenu. Ne disons pas incarcéré, mais plutôt détenu. Ce terme convient mieux jusqu'à ce que vous retrouviez la raison, puis votre peine pourrait évoluer. Ce n'est pas comme si vous aviez une défense de folie et que vous étiez maintenant chez vous sous traitement ou en probation surveillée. Non, vous resterez tout de même exclu de la société, n'est-ce pas? Il faut donc y réfléchir. La défense pour folie demande, étaient-ils capables de comprendre la gravité de leur acte au moment des faits? Nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Mais comprennent-ils que c'est criminel? C'est une autre question à considérer. Elle pourrait donc dire que le diable l'a poussé à agir ainsi. Cela pourrait ne pas répondre aux critères de folie au Texas, rendant la défense difficile à présenter. Et si je suis l'avocat de la défense dans cette affaire, je vais examiner d'autres éléments. Est-ce que quelqu'un d'autre a tiré sur ses enfants, n'est-ce pas? Était-elle sous influence? A-t-elle été droguée illégalement? Y a-t-il un médicament dans son corps? Peut-on en parler rapidement avant d'aller plus loin? Serait-il normal de suivre le protocole standard et d'analyser son sang pour détecter de l'alcool, des drogues ou des toxines? Si cela n'a pas été fait par les forces de l'ordre, l'avocat de la défense pourrait-il soulever ce point comme problème plus tard? S'ils ne l'ont pas fait. Oui. D'accord. Oui, je le mentionnerai. Dans ce genre de situation, surtout au Texas, où ils testent fréquemment le sang, ils feront sûrement ces analyses, surtout pour la responsabilité de la prison, car vous avez amené une personne manifestement délirante qui tourne en rond, parle à des absents, dit que ses enfants sont avec le diable et refuse qu'on les sorte. Quelque chose ne va pas, vous aurez une évaluation médicale, l'équipe décidera des tests à effectuer pour traiter au mieux la personne. Si vous êtes la prison ou le shérif au Texas, vous cherchez aussi à savoir si la personne doit être placée sous surveillance suicide. Elle ne veut pas avoir cette responsabilité dans ma prison sans qu'une équipe médicale évalue vraiment ce qui se passe chez elle mentalement, ce qui se passe au niveau psychotique, ce qui se passe au niveau de sa physiologie, de sa biologie ici. Est-ce qu'elle est sous l'emprise de quelque chose? Donc, ce sont des évaluations que nous allons vouloir faire. Mais en tant qu'équipe de défense, bien sûr, vous allez vouloir avoir ces informations. S'ils ne l'ont pas, c'est parfait, car cela crée plus de doutes raisonnables. Parfois, il vaut mieux qu'ils n'aient pas fait les tests. C'est un très bon point. C'est un très bon point. D'accord, alors parlons de cela, Dr. Wilson. Je voudrais avoir votre réaction à la présence de Romulus sur les réseaux sociaux. D'accord. On a fouillé sa page Instagram. Et alors que certaines mamans, vous savez, pourraient y partager des photos et des vidéos des étapes importantes de leurs enfants ou de ces moments vraiment spéciaux et précieux, sa page n'a presque aucune publication mettant en avant ses enfants. Beaucoup de ces photos et vidéos mettent en avant un style de vie festif, où elle exhibe des liasses de billets et des achats de luxe. Comme on le sait, ce qui est en ligne n'est pas toujours vrai, peu importe la personne. Nous avons justement relevé cet exemple de l'attitude de Romulus envers ses enfants. Cela vient d'un voyage à Cancun qu'ils ont fait pour les vacances de printemps plus tôt cette année. Et une photo d'une boisson avec la légende, j'ai dû en prendre une dès que je suis descendu de l'avion parce que ces gamins ne valent rien. Ensuite, il y a une vidéo apparemment de ce même voyage qui montre, ou semble montrer, Romulus en train d'escorter un groupe d'enfants vers une zone avec une piscine. Elle leur parle encore en descendant un escalier. La légende de la vidéo dit « tellement nécessaire » avec un emoji souriant et des cœurs. Si « j'en ai rien à faire des gosses » était une personne, emoji main sur le visage. Je vais vraiment passer un putain de bon moment avec vous tous. Au revoir. Acario est parti chercher vos maillots de bain. Mon maillot de bain? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas aller dans la piscine. Regarde, quand tu vas passer un bon moment. Oui. Allez, tout le monde est dedans. Et l'une des dernières vidéos postées avant cette tragédie porte la légende « Maman doit aussi avoir une vie ». Dr. Wilson, cela a-t-il un lien avec l'affaire? Est-ce que les enquêteurs, procureurs ou avocats de la défense vont l'examiner et l'utiliser?
Oh, je veux dire, les procureurs pourraient essayer de s'en servir, non? Je veux dire, ils espéreront probablement qu'un jury ait déjà vu ces images. J'espère que les médias en parleront, mais ce n'est pas vraiment pertinent pour l'État. Je veux dire, s'il y a d'autres informations qui sortent, s'il y a des allégations de maltraitance d'enfants, s'il y a des allégations liées à ces événements ou photos spécifiques où elles sont en quelque sorte datées ou enregistrées à un moment précis, cela pourrait être pertinent. Mais ce sont des déclarations extrajudiciaires sans lien avec sa qualité de mère. Je veux dire, ce sont des choses que, vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui sont mères célibataires et beaucoup d'entre elles, elles gardent tout leur Instagram sans enfants, n'est-ce pas? C'est leur fantasme, elles aiment leurs enfants, mais le stress de s'en occuper seule est lourd. Et Instagram, c'est à propos d'elles de se mettre en valeur et de pouvoir paraître glamour et d'avoir ce moment de femme célibataire sexy, n'est-ce pas? Et le genre de déclaration «foutez ces gosses» est quelque chose de vraiment courant, du moins chez les gens de mon âge, non? C'est l'idée que tu as le droit d'être humain, mais cela peut être mal interprété ou découler de convictions profondes comme «non, je me fiche de mes enfants». Je souhaite vraiment qu'ils soient morts et j'ai du ressentiment envers eux. Il faut relier ces déclarations à un schéma d'événements pour montrer que c'est vraiment son sentiment profond et non de simples rumeurs ou propos hors contexte. Oui, il faut lier ça à cette intention de tuer. J'ai parlé du fait que les publications de Romulus avaient tendance à mettre en avant des objets coûteux comme des sacs à main, des lunettes de soleil, de l'argent liquide. Les mandats de perquisition du comté de Montgomery offrent un aperçu de la façon dont elle a obtenu cet argent liquide. Donc les mandats comportent une photo en noir et blanc d'une maison en briques sur Spear Valley Lane à Porter, au Texas. Et en plus de demander que des photos et des vidéos de l'intérieur et de l'extérieur de la maison soient versées de haut dossier, les mandats énumèrent les objets que les adjoints voulaient récupérer à l'intérieur. Cela inclut tout appareil électronique stockant des données comme enregistreur vidéo numérique téléphone, tablette, ordinateur, carte SIM, disque dur, équipement pour imprimer, copier, scanner ou modifier des documents papier, ainsi que tout objet contenant des informations d'identification. Et nous allons voir pourquoi dans un instant. Mais Dr Wilson, dans des situations comme celle-ci, où une personne est accusée de crimes aussi horribles, quelles sont les limites de ce que les enquêteurs peuvent rechercher avec des mandats? Et que pensez-vous qu'il se passe ici? Eh bien oui, je vais vous dire, quand j'examine une affaire de meurtre, je ne pense généralement pas que je vais découvrir un génie du crime ou une fraude criminelle, n'est-ce pas? Donc, ce sont généralement des types de personnes complètement différents qui commettent ces deux crimes différents, à moins que la personne qui se fait tuer soit aussi impliquée dans ce genre d'escroquerie frauduleuse. Mais en demandant un mandat de perquisition, vous cherchez des preuves liées au crime présumé, n'est-ce pas? Il existe différents mandats. Vous pouvez en obtenir un si vous soupçonnez un crime en cours. Un mandat peut être obtenu si vous pensez qu'un crime a eu lieu et que la preuve risque de disparaître, d'être altérée ou détruite, notamment si elle est biodégradable. Nous ne savons pas, n'est-ce pas? Mais vous devez préciser dans ce mandat ce que vous espérez trouver. Donc, cela me dit que lorsqu'ils ont ces listes d'objets qu'ils recherchent, ils ont obtenu des informations ou un indice à propos de ces choses ailleurs. Quel rapport avec le fait de tirer sur 4 enfants? Ce lien est étrange et faible. Cela montre que les agents soupçonnaient déjà autre chose. Je me demande donc ce qu'elle a dit pendant l'entretien. Vous savez, ce qu'on a trouvé dans la voiture, son sac à main, sur elle ou son téléphone si elle n'était pas défendue et assez naïve pour le donner à la police. D'où vient cette intuition pour la police? Car il me semble que cette femme, au-delà des accusations de meurtre de ses enfants, est une femme d'affaires criminelle intelligente. Si elle a pu faire tout cela et obtenir autant d'argent, imaginez ce qu'elle aurait accompli en faisant les choses correctement, obtenir un Master of Business Administration, aller à l'école, lancer une entreprise et vraiment subvenir à ses enfants. Alors je me demande, vous savez, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Comment en est-elle arrivée là? Précisons que les mandats de perquisition mentionnent aussi qu'un chien, je cite, a été abandonné sur place et qu'il est maintenant sous la garde du service de contrôle des animaux. Les mandats montrent aussi que les adjoints craignaient la présence d'une personne dans la maison, car à l'arrivée des unités rue Spear Valley, l'aîné de Romulus, 17 ans, était porté disparu et n'était pas avec les 4 autres victimes dans le véhicule. Finalement, les adjoints ont enfoncé la porte de cette maison. Ils voulaient regarder à l'intérieur pour déterminer si cet adolescent de 17 ans s'y trouvait, et si c'était le cas, est-ce que cette personne allait bien?
Aucune personne trouvée. Je souhaite évoquer certains objets découverts dans cette maison. Donc, les documents indiquent que lors d'une première fouille, les enquêteurs ont trouvé des preuves d'une fraude à grande échelle sur l'identité. D'accord, c'est ce dont nous parlions. J'ai noté la présence de nombreuses cartes de sécurité sociale et autres documents d'identité avec des données personnelles de plusieurs personnes. Cela inclut des cartes de sécurité sociale et des chèques du Trésor américain envoyés à cette adresse sous différents noms. Les faux papiers étaient à divers stades de fabrication avec des noms, états et photos variés. On pense que ces objets y sont liés à une activité criminelle, mais ils dépassent le mandat initial sur les résidents. Certaines cartes d'identité montraient la photo d'Oninda Romulus sous divers noms. Ces objets ont été trouvés dans un bureau à l'intérieur de la maison, qui contenait également plusieurs étiquettes d'expédition téléphone, ordinateur portable, imprimante et autres appareils. Au final, les enquêteurs ont réuni de nombreuses preuves potentielles. Fox 26, Houston signale que les documents judiciaires listent 31 cartes de sécurité sociale, 33 cartes d'identité, 15 cartes de crédit et 15 lots de chèques vierges. Dr Wilson, si tout cela est vrai, vous avez évoqué plus tôt comment ils y ont accédé. Est-ce que cela va maintenant devenir une affaire distincte ? Vont-ils séparer les meurtres de la fraude financière potentielle ? Ce sera probablement la même affaire, juste des chefs d'accusation différents, n'est-ce pas? D'accord. Et comme vous le savez, lorsqu'on a un mandat, on est censé lister précisément les choses que l'on recherche. Et je crois que le terme qu'on utilise en droit pénal, ça fait un moment que je n'ai pas enseigné cette partie, mais c'est avec précision, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement partir à la pêche. Mais la règle dit aussi que si vous entrez dans une maison et que vous voyez des preuves d'un autre crime, peu importe si c'est un bureau à domicile ou l'endroit visé par le mandat et que vous voyez des preuves d'un autre crime en pleine vue, c'est permis, n'est-ce pas? Donc, ils sont entrés dans ce bureau à l'intérieur de ce bâtiment ou de cette maison ou peu importe, à la recherche de ce jeune homme. Ils ont vu toutes ces preuves d'un autre crime. Donc ici, c'est autorisé. Mais oui, cela va faire partie de la même affaire. Ce sera difficile pour un avocat car beaucoup sont spécialisés, par exemple, en affaires de meurtre. Mais maintenant, vous avez peut-être, je ne sais pas quel type de fraude ou combien de types de fraudes différents se produisent ici. Je ne me sentirais pas prêt pour l'affaire de fraude, mais plus à l'aise avec celle de meurtre. Et bien sûr, certaines personnes sont les meilleurs athlètes et disent simplement « Hé, doute raisonnable, doute raisonnable ». Ce sera sans doute la même chose avec une équipe variée d'avocats si elle en a les moyens. Espérons que son service d'avocat commis d'office ait là-bas une équipe très qualifiée. C'est un bon point. Les mandats de perquisition précisent aussi qu'une Tesla avec une plaque de Géorgie était garée dans l'allée à l'arrivée des unités. Et les dossiers de fond montrent que Romulus a déjà vécu en Géorgie. D'après les enquêteurs, une caméra de l'autre côté de la rue aurait filmé plusieurs personnes quittant la maison peu après 2h30 du matin. Le samedi 4 octobre, certains sujets étant, je cite, de petite taille, donc des enfants. Ils seraient montés dans une voiture près de la Tesla, puis partis. Le mandat exigeait l'accès aux caméras et au stockage de la Tesla pour obtenir des informations sur ceux ayant quitté la maison cette nuit-là. L'enquêteur fournissant les détails pour le mandat a noté que cela peut prendre plusieurs jours, voire même des semaines, pour rassembler autant de preuves électroniques. Dr Wilson, nous évoquons souvent les preuves électroniques et la difficulté accrue aujourd'hui de dissimuler une activité criminelle ou d'y échapper. Je veux dire, une Tesla en soi, c'est presque comme un ordinateur. Ce type de machine était très différent, notamment dans sa manière de stocker les informations. Je suis curieux de savoir à quoi on peut s'attendre quand on parle de preuves électroniques. Les Tesla sont spéciales. J'ai une Kia véhicule électrique, neuve que j'adore pour ses excellentes fonctionnalités de sécurité et ses nombreuses caméras. J'avais un ami qui, récemment, je crois, a eu sa Tesla. Quelqu'un a essayé de la voler et la personne a été filmée parce que la Tesla enregistrait encore, n'est-ce pas? Quand ces objets servent eux-mêmes de dispositifs de surveillance, il y a un problème. Mais bien sûr, quand on essaye d'obtenir des assignations pour des appareils électroniques avec la Tesla, ça peut même être aussi difficile qu'avec un téléphone portable. Donc, devez-vous obtenir cette assignation auprès de la société Tesla? Y a-t-il des méthodes pour chiffrer vos données avec votre Tesla? Comment accédez-vous à la voiture? Beaucoup de questions subsistent. Et souvent, ces entreprises ne veulent pas vous donner les données, même s'il peut y avoir un meurtrier, un tueur en série ou un violeur en liberté, parce que la façon dont elles se présentent, c'est « Regardez, ici, c'est votre vie privée ». Ils vendent l'idée de vie privée et de commodité. Si Tesla, comme Apple auparavant avec le FBI, transmet simplement les données sans résister, cela dévalorise pour beaucoup de consommateurs l'expérience et le produit acheté.
On a l'impression qu'on ne peut même pas avoir, vous savez, le soi-disant droit à la vie privée, chez soi, dans sa propre voiture, peu importe où. On sait qu'avec un véhicule, le droit à la vie privée est réduit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, pas seulement en ce qui concerne l'aspect légal de l'assignation à comparaître et l'obtention de ces informations, mais aussi le genre de bataille avec l'entreprise qui regarde également ses profits, sa marque, sa réputation. Je suis content que tu aies été mentionné ça, car on a beaucoup discuté de ChatGPT et de l'utilisation potentielle des données dans des affaires criminelles, ainsi que des avancées technologiques liées à la vie privée. Je vais juste ajouter ceci. Il y a un autre rebondissement étrange dans cette affaire. Donc, alors que les adjoints, lors d'une conférence de presse, n'ont pas voulu discuter des questions de garde concernant les enfants de Romulus, Romulus elle-même est apparue dans un épisode de l'émission télévisée Paternity Court. Oui, donc selon le Daily Mail, la question de savoir qui était le père d'un enfant de 18 mois a été posée dans un épisode de 2013. Il n'est pas clair si cet enfant était une victime dans cette affaire. Je dirais que les âges correspondent pour que ce soit Acario, 13 ans, 150 ans. En ce qui concerne d'autres détails sur le passé de Romulus, Fox 26 et Houston rapportent que le bureau du shérif du comté de Fayette, en Géorgie, leur a confirmé que Romulus avait été arrêté en 2022, accusé de délits mineurs de conduite sous l'influence de drogue, de ne pas avoir maintenu sa voix et de possession de moins d'une once de marijuana. Le média indique qu'elle a plaidé coupable pour conduite sous influence. Le parquet a abandonné les deux autres chefs. Dr Wilson, avant de vous laisser partir, est-ce que cela pourrait jouer un rôle dans l'affaire? Vous savez, on parle d'antécédents, de faits passés. Est-ce qu'il y a des éléments de ce genre que nous devrions prendre en compte dans cette enquête ou dans cette éventuelle procédure judiciaire? Je ne penserai pas forcément à la possession ou à la conduite sous l'influence du cannabis. Sans vouloir offenser mes amis à Atlanta, mais je pense qu'on pourrait lancer une pierre à Atlanta et probablement toucher quelqu'un qui conduit sous l'influence du cannabis. Mais en ce qui concerne, vous savez, cette émission de télé me paraît vraiment intéressante parce qu'elle me fait me demander, est-ce que cette personne, avec Instagram, cherchait la notoriété? Est-ce quelqu'un qui veut devenir une star de télé-réalité? Ces émissions de tribunal sur les tests de paternité servent surtout à la notoriété et sont souvent fabriquées. Alors je me demande, est-ce qu'elle essaye de se créer une image plus grande que nature avec ça et cette histoire de taxes? Est-ce une raison pour qu'elle veuille se débarrasser des enfants afin d'être seule, devenir célèbre et vivre sa meilleure vie? Je veux dire, c'est quelque chose à examiner. Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un thème, non? C'est quelque chose à garder en tête. Mais oui, la marijuana, ça ne m'inquiéterait pas autant. Ça n'a pas vraiment de lien, sauf peut-être être mère célibataire, vouloir déstresser et faire de mauvais choix. Mais je me demanderais quel est le motif ici. Et est-ce que ce lien avec Instagram, les sacs, l'argent liquide, les émissions de télé et peut-être Atlanta elle-même, est-ce que cela annonce une sorte de désir, n'est-ce pas, d'être libre de ses enfants, d'avoir un certain profil de célébrité, de vivre une vie alternative, n'est-ce pas? Oui. Et pour revenir à l'aspect humain de tout cela, terminons simplement sur ce point. C'est tellement tragique, c'est tellement triste parce qu'on pense à ce qu'il advient des deux enfants survivants, n'est-ce pas, qui sont censés se rétablir. Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas clairement qui va obtenir la garde des enfants lorsqu'ils sortiront de l'hôpital. C'est selon Fox 26 Houston. Melissa Lanford, porte-parole du département des services à la famille et à la protection de l'enfance du Texas, a indiqué que les services de protection de l'enfance enquêtent sur l'affaire, la sécurité des enfants survivants restant la priorité. Mademoiselle Romulus a déjà eu un contact avec les CPS à une autre occasion. Ces détails sont confidentiels, mais figureront dans un rapport public sur la mortalité infantile à la fin de notre enquête. Dr Wilson, ravi de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir expliqué les subtilités juridiques de cette affaire compliquée, triste et troublante. Et j'ai hâte de vous retrouver ici sur Sidebar. Merci. Je voudrais ajouter une chose. On a demandé à Toni Morrison son avis sur la survie. Elle a répondu que parfois, nous ne survivons pas totalement. Nous ne survivons qu'en partie. Et c'est ma crainte pour ces enfants, les parties d'eux qui survivent. Merci de m'avoir invité. C'était une conversation formidable, mais sérieuse et triste. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À la prochaine.